Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédot. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h17 et mon interview aujourd'hui n'est pas un politique mais c'est un avocat. Bonjour maître Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat au barreau de Rouen, membre du Conseil national des barreaux et surtout chargé de la commission des droits de l'enfant. Et quand on voit les nombreux scandales qui semblent décidément, on va dire, filer dans l'actualité avec notamment cette vidéo choquante, pour ne pas dire autre chose, d'un enfant qui se fait tondre. Tout cela, on va dire, à cause d'une sanction. Et on parlera également d'une loi qui a été votée hier qui oblige, on va dire, un avocat auprès d'un enfant qui se fait passer. Mais d'abord, sur ces nombreux scandales, c'est Rachida Dati, la ministre de la Culture et la candidate à la mairie de Paris, qui tape du poing sur la table ce matin dans le Parisien et qui dit de toute façon, sur l'ASE et plus précisément à Paris, ASE, aide sociale à l'enfance, c'est le règne de l'omerta. C'est ça qui se passe aujourd'hui ? Alors manifestement, dans l'affaire qui nous préoccupe, les choses n'ont pas été portées à la connaissance des autorités administratives et judiciaires dans des temps raisonnables. Ça interroge, évidemment. Est-ce que c'était l'omerta ? Est-ce que c'est une volonté de ne pas le révéler ? C'est une enquête qui va le déterminer. Enfin, ce qui est certain, c'est que la difficulté, c'est de pouvoir repérer ces situations-là. Et le cas de ce petit garçon me fait penser à bien d'autres histoires, notamment un jeune, Elliot, qui s'était suicidé. Je pense également à une jeune fille qui s'était suicidée, qui étaient des jeunes enfants. Le placement, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui sont déjà fragilisés. Il ne faut pas les fragiliser davantage. Donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est bien évidemment les accompagner, bien évidemment les aider dans une évolution sur leur santé, sur leur sécurité. C'est absolument indispensable. Et s'il y a des dérapages, il faut qu'ils soient sévèrement sanctionnés de façon totalement exemplaire. Maître Arnaud de Saint-Rémy, je rappelle que vous êtes chargé de la commission aussi des droits de l'enfant. Quand on voit quand même aussi ces associations qui gèrent précisément ces foyers, touchent des subventions. Celui qui est en charge de ces questions-là à la mairie de Paris, Patrick Bloch, nous explique que les subventions aux associations qui gèrent des foyers sont renouvelées sans contrôle approfondi de la structure ni rapport d'activité. Est-ce que c'est ça qui se passe partout en France ? C'est-à-dire que les associations qui gèrent ces foyers ne sont pas contrôlées ? Je ne sais pas si c'est ce qui se passe partout en France, ça m'étonnerait, mais enfin si c'est le cas... Mais vous, dans ce que vous voyez dans votre activité... En revanche, ce que nous avons pu constater, c'est à la lecture du rapport de la commission d'enquête parlementaire d'Isabelle Santiago et Laure Miller, qui a pointé les dysfonctionnements sur les politiques de protection de l'enfance. Et c'est vrai que lorsque un certain nombre de collectivités sous-traitent à des entités qui ne sont pas suffisamment encadrées et contrôlées, ça pose clairement cette difficulté de l'exécution d'une mission de service public, c'est-à-dire de la prise en charge d'enfants qui ont besoin d'être, une fois encore, je le répète, accompagnés, aidés, soutenus, car ce sont des enfants qui sont placés. C'est-à-dire que pour nos auditeurs, il faut comprendre que ce sont des enfants qui ont été identifiés comme étant en danger dans leur famille et qui sont exfiltrés de leur famille pour pouvoir être pris en charge par une entité, plus souvent départementale, ou en l'occurrence Paris, puisque pas de département. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'ils soient aidés et non pas exposés à des risques particuliers pour eux. Justement, pour qu'ils soient aidés et pour qu'ils évitent d'être exposés à des risques trop importants, une loi a été votée hier à l'Assemblée nationale pour garantir un avocat aux enfants placés ou protégés. Elle va dans le bon sens. Quels vont être les changements concrètement ? Absolument, tout. D'abord, une reconnaissance pleine et entière des droits de l'enfant dans toutes les procédures le concernant, et en particulier en assistance éducative. Il faut comprendre qu'un enfant, c'est une personne qui est pas simplement un objet de droit de protection, mais surtout un sujet de droit. Et jusqu'à présent, la loi, celle du 7 février 2022, présentait un écueil, c'est que la présence d'un avocat était optionnelle. Or, le droit ne peut pas être optionnel, et surtout lorsque on est face à une partie fragile qui est l'enfant. Et il y avait un certain nombre d'enfants, il y a
beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'avocat dans le cadre des procédures d'assistance éducative quand leurs parents ont un avocat, par exemple. Et donc, il y avait une défiance, une différence de traitement qui était absolument anormale. Et cette loi qui a été portée par Aïda Alizadeh a corrigé les écueils, les insuffisances de la loi précédente. Mais maître Arnaud de Saint-Rémy, je vous entends, et quand on voit notamment le scandale des derniers jours, des dernières heures, des dernières semaines, on se dit, pardon, mais qu'est-ce que ça va changer qu'un avocat soit là ou pas, parce que tout se passe dans l'intimité de certains foyers. Bien sûr, mais nous créons déjà un lien de confiance extraordinaire entre un enfant et son avocat. L'avocat, il est indépendant de tout. Il est indépendant des parents, il est indépendant des services gardiens, il peut même être indépendant du juge lui-même, qui est... lui, sa mission reste et demeurera toujours celle de la protection des intérêts de l'enfant. L'avocat, c'est celui qui va assurer la défense des intérêts de l'enfant. Donc si, dans le cadre de ce lien, l'enfant lui confie un mal-être sur son lieu de placement, un mal-être aussi au sein d'une famille d'accueil, parce que ce qui se passe dans un foyer peut parfaitement se reproduire dans une famille d'accueil. Je pense au procès de Châteauroux. Et l'avocat, si ces enfants avaient des avocats, ils peuvent... avoir la certitude que les recours sont menés, que les plaintes peuvent être déposées et qu'un signalement article 40 peut être fait beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a été dans précisément ce dossier. Est-ce que ce n'est pas un petit pansement qu'on vient mettre sur un bobo qui est beaucoup plus grand? Parce que même si c'est une excellente initiative, je prends par exemple cet enfant tondu par des éducateurs dont la vidéo est sortie en début de semaine, qui a provoqué l'émoi dans un foyer d'enfants à Paris. En réalité, il aurait quand même été tondu, c'est juste que vous l'aurez signalé beaucoup plus vite. Je veux dire pourquoi c'est pas certain, parce que les éducateurs, sachant que cet enfant est un avocat, il y a quand même un petit effet dissuasif. C'est-à-dire qu'on ne va pas... On doit faire peur aux éducateurs pour qu'ils ne violentent pas les enfants. C'est pas une question de faire peur, c'est une question d'être dissuasif. Les enfants doivent être protégés. Et les enfants le sont par le juge qui va assurer des décisions mises à exécution par les départements, en les confiant à des associations ou à des foyers qui sont directement pris en charge par les départements. Mais une fois encore, chacun de ces enfants sait qu'il pourra compter, qu'il peut compter sur un avocat à tout moment pour, le cas échéant, dénoncer quelque chose qui se passe mal ou faire changer. Vous savez, sans rentrer dans de la maltraitance physique, comme celle qui est absolument honteuse, il y a aussi une maltraitance psychologique. Il y a au sein de foyers, parfois, les pères, c'est-à-dire PAIRS, les autres enfants, qui peuvent s'en prendre à un plus faible, ce qu'on appelle le harcèlement. Et donc, lorsque ces situations ne sont pas remontées, eh bien, effectivement, le juge ne peut pas imposer à ce que l'enfant quitte ce foyer. Celui qui pourra le faire, celui qui pourra remonter, parce qu'il est indépendant et libre de sa parole, c'est l'avocat. Et une fois encore, l'avocat portera la parole de l'enfant. Comme vous plaidez en tant que très bon avocat pour cette loi, est-ce que, et ce sera la dernière question sur ce sujet de cette loi, est-ce qu'on est sûr que la justice en aura les moyens? Je crois qu'en moyenne, c'est 380 000 jeunes qui sont concernés par ces décisions. On ne risque pas d'avoir une pénurie sur une justice déjà enquistée? Alors la justice est effectivement déjà dans une situation problématique, nous sommes bien d'accord, mais c'est une mesure qui est finançable. D'ailleurs, la proposition de loi qui a été adoptée propose une taxe additionnelle sur les tabacs, ce qui fait que chacun des fumeurs, et merci à eux, contribuera quelques centimes au financement de cette mesure qui est absolument indispensable pour les enfants. Avoir des avantages à fumer. Oui, exactement. Mais qui est absolument... Et c'est pas une question de coût, c'est une question de droits fondamentaux. La Convention internationale des droits de l'enfant crée et imposait ces droits. La France était un peu en retard. Maintenant, la France a rattrapé son retard. Et ce que je dois saluer, c'est un vote à l'unanimité des députés. 269 voix pour, 0 contre. Ça veut dire qu'il y a une cohésion nationale et un consensus sur le sujet. C'est fantastique. Continuons à nous intéresser quand même à cette problématique aussi des foyers après avoir évoqué cette loi. Il y a quand même un problème d'éducateurs. Non, on dit qu'il en manque plus de 30 000. Et la députée que vous citiez, Isabelle Santiago, qui est la rapporteuse de la commission d'enquête sur les droits de l'enfance, dit ceci ce matin dans l'Opinion. Elle dit aujourd'hui, on peut exercer auprès d'enfants traumatisés sans qualification spécifique. Est-ce que c'est une profession qui est à ce point à la ramasse? Alors, probablement pas tout le monde, bien évidemment, on peut pas tout, mais le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Isabelle Santiago, effectivement, a fait remonter ces informations-là.
Et ce que dit également Perrine Goulet, qui est présidente de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale, avait également pointé les problèmes de formation, d'encadrement d'un certain nombre d'éducateurs. Je dis pas tous, une fois encore, ils font un travail formidable lorsque ils sont une fois bien. Ce sont des gens qui sont très engagés. Parfois, ce sont des gens qui sont aussi en burn-out. Tout est une question d'équilibre et il faut surtout repérer. Et à chaque fois qu'il y a un dérapage, il faut évidemment non seulement l'éviter pour l'avenir, mais surtout l'empêcher. Il ne faut pas que ça se reproduise. Alors, dans un certain nombre de foyers, ce sur quoi nous plaidons, c'est que les députés, les sénateurs, les présidents de département doivent aller à la rencontre des organisateurs de ces foyers. Vous savez, quand je vois aussi parfois dans les centres éducatifs fermés des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, nous avions, au Conseil national des barreaux, fait un signalement auprès du ministre qui a lancé une commission d'enquête, parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans le cadre des CEF pris en charge par la PJJ. Donc c'est à tous les niveaux en définitive. Et il ne faut pas généraliser, mais une fois encore, repérer et sanctionner. Alors justement, repérer notamment les départements qui dénoncent souvent certaines problématiques puisqu'ils ont la charge de certains foyers. Ils dénoncent souvent, vous savez qu'on se dit tout ici, le fait que les mineurs étrangers isolés viennent alourdir la charge de l'aide sociale à l'enfance. Alors, je ne sais pas si c'est alourdir la charge. En tout cas, c'est une réalité. Il y a un nombre croissant de mineurs non accompagnés. Mais comme ce sont des mineurs, la France ne peut que les accueillir. Donc, il faut mettre les moyens. Et en réalité, effectivement, c'est une décision régalienne. C'est l'État qui doit aussi prendre en charge ces mineurs non accompagnés qui sont sur notre territoire national, en aidant, bien sûr, les départements qui, pour certains, je le sais, sont à bout de souffle. La justice, c'est à bout de souffle, bien évidemment. Les départements investissent des milliards dans la protection de l'enfance, il faut le savoir, les auditeurs doivent le savoir. Ils font le maximum, mais effectivement, il faut que ce soit à tous les niveaux et surtout ne pas se renvoyer la balle les uns aux autres. C'est en tout cas ce que nous pensons, nous, au Conseil national des barreaux. Il faut un plan Marshall de la protection de l'enfance. Le Conseil national de la protection de l'enfance en a appelé à un plan Marshall. Ça doit être aujourd'hui une priorité pour la France. Et je sais que le chef de l'État, il est sensible à cela, je sais que son entourage l'est sensible. Le nouveau garde des Sceaux, comme le précédent, était sensible à cela. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, justement? Il faut un plan Marshall absolument dans les prochains mois, avant la fin de l'année, avant la fin de l'année prochaine. C'est compliqué, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait un budget, mais j'ai l'impression que on va s'en sortir. Mais simplement, pour l'année 2026, il faut que l'année 2026 soit une année pour la protection de l'enfance et la lutte contre la traite des êtres humains. Car il y a aussi des mineurs qui se livrent à la prostitution. Alors, il y a des majeurs, des adultes qui font des actes de prostitution avec des mineurs. Il faut sanctionner les adultes qui se livrent à cela. C'est ce que j'allais vous poser comme dernière question. On parle aussi beaucoup de ces foyers justement à l'enfance qui seraient vraiment une machine à faire prostituer les plus jeunes. C'est le cas, on n'exagère pas du tout quand on focalise sur certains cas. L'image de cette machine à prostitution, je ne la valide pas, bien évidemment. Il y a des situations sur les 20 000 mineurs prostitués en France, 75% seraient passés par l'ASE. Et c'est un passage actuel mais en tout cas, ce qui est certain, actuellement, je suis aux côtés d'une jeune fille qui se sort très difficilement de la prostitution. Et savez-vous pourquoi elle se livrait à la prostitution? Parce qu'elle-même avait été victime de viol quand elle était petite de la part de son père et que la justice ne l'avait pas entendue. Et simplement parce que j'ai pu mobiliser un parquetier, et je salue, c'est au parquet du Havre qui a été extrêmement réactif, pour que l'enquête qui était restée pendant des mois et des années en jachère puisse sortir. Et cette jeune fille a effectivement pris un engagement d'arrêter de se livrer à la prostitution. Mais en réalité, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens extrêmement malveillants qui tournent autour de ces foyers. Qui utilisent la détresse et la misère. La vulnérabilité et la détresse, effectivement. Et c'est ces gens-là aussi qu'il faut arrêter. Il faut protéger les victimes de traite des êtres humains et effectivement repérer. C'est tout ce que nous avions fait lorsque nous avons, avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire la MIPROF. On a un travail remarquable de la MIPROF avec le Conseil national des barreaux, avec les chefs de cour, les chefs de juridiction. Il faut désormais mettre en place. Pour mettre en place ces procédures d'identification et de poursuite pénale. Merci beaucoup, Maître Arnaud de Saint-Rémy, d'avoir été avec nous ce matin, avocat au barreau de Rouen, membre du Conseil national des barreaux et chargé de la Commission des droits de l'enfant. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio ce matin pour essayer
essaye d'éclairer ce problème qui ne cesse de faire parler et qu'on espère régler à un moment ou à un autre. On a bien entendu votre volonté de lancer un plan Marshall dans les prochains mois, en tout cas le plus rapidement possible. Exactement. Pour prendre ce problème à bras le corps. Dans un instant, le grand débrief en compagnie notamment d'Arlette Chabot et vous, auditeurs, exceptionnellement avec cette actualité qui touche les campagnes jusqu'à 10h. Vous avez la parole plus que d'habitude, 0826 300 300. Vous nous appelez notamment pour répondre à cette question. Est-ce que vous comprenez la colère qui gronde en ce moment dans nos campagnes, ou vous considérez peut-être qu'on en fait trop, que les agriculteurs sont toujours en réalité en colère? Et puis vous avez forcément vu passer ces images d'affrontements entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Est-ce que vous regrettez que l'État montre les muscles de manière disproportionnée quand il s'agit des agriculteurs et peut-être un peu moins quand il s'agit de certains quartiers par exemple? 0826 300 300, vous nous passez un coup de fil. À tout de suite.